Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre pays, comme vous le savez, abrite le 31e sommet du chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Des projets phares de l'Afrique seront débattus au cours de ces assises, dont notamment les questions sur le dividende démographique en Afrique. En effet, au cours de ces 10 dernières années, les pays africains ont connu une croissance économique soutenue. Malgré cette croissance, pas moins de 2 personnes sur 3 vivent avec moins de $2, c'est-à-dire 1 000 ouguiya par jour. Comment expliquer cette situation? Nous avons réuni ce soir d'éminentes personnalités pour trouver des réponses. Des réponses sur les grands défis de l'Afrique de ce XXIe siècle. Des réponses sur les vrais problèmes économiques de l'Afrique. Des réponses également sur les questions liées aux inégalités et enfin les relations de l'Afrique avec le reste du monde. Donc, je vous le disais tantôt, nos invités sont Son Excellence M. Taqi Ould-Sidi, ancien ministre. Bonsoir, Excellence. Nous avons également M. Isselmou Ould-Mohamed, je dirais professeur Isselmou Ould-Mohamed, et j'ai choisi parmi tous vos titres celui d'expert en statistiques économiques. C'est ça? Bonsoir. Et enfin, colonel Ghali Oussouvi, colonel à la retraite. Bonsoir, mon colonel. Nous l'avons déjà évoqué, tous les regards sont braqués sur la capitale mauritanienne qui abrite le 31e sommet de l'Union africaine. D'aucuns penseront que c'est le retour en force de la diplomatie mauritanienne qui a connu ses heures de gloire. Alors, Excellence, vous qui avez été le témoin de l'histoire diplomatique mauritanienne, quelle lecture faites-vous de la tenue de ce 31e sommet à Nouakchott? Je vous remercie et vous remercie pour votre aimable invitation, surtout à l'occasion de la tenue de ce premier sommet de l'Union africaine à Nouakchott, qui succède à la tenue d'un premier sommet de la Ligue des États arabes à Nouakchott. J'en suis personnellement très fier et je m'en réjouis d'autant plus que moi-même j'étais ambassadeur auprès de l'OUA, qui est l'organisation dont a été ici l'Union africaine. J'ai eu également l'occasion pendant de longues années de suivre de très près l'organisation de l'unité africaine, ses travaux. Et donc, il importe de rappeler, je crois, de manière très brève, quelques repères historiques qui vont devoir nous permettre de mieux saisir l'importance de ce que entreprend l'Union africaine et avant elle l'Organisation de l'Unité africaine. Vous savez dans quel contexte était née l'Organisation de l'Unité africaine au lendemain des indépendances africaines, dans un contexte international difficile. Nous avions 2 catégories d'indépendance. Il y a les indépendances octroyées en accord avec la puissance coloniale. Négociées, comme on dirait. Et il y a les indépendances arrachées de haute lutte par un certain nombre de pays membres de l'OUA, par la suite de l'Union africaine aujourd'hui. Le contexte international d'alors était un contexte de guerre froide successive à la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une rivalité entre 2 blocs, le bloc occidental et le bloc de l'Est, conduit respectivement par les États-Unis et par l'Union soviétique. Et dans ce contexte-là d'alors, l'Afrique était très courtisée, très sollicitée, parce que chacun des 2 blocs souhaitait s'attirer le maximum
de ces États nouveaux au niveau des Nations Unies pour consolider ses positions stratégiques sur la scène internationale dans le cadre de cette compétition qui opposait les deux blocs. Mais les indépendances n'étaient pas bien préparées. La Mauritanie me paraît être l'un des exemples, justement, où l'indépendance n'a absolument pas été préparée. Nous avons hérité d'un pays sans aucune infrastructure, sans aucune capitale, sans aucune administration, sans cadre, sans économie, sans université et même sans un mètre de bitume. Nous étions donc vraiment le parent pauvre de toutes ces indépendances. Le temps a fait son chemin et la Mauritanie a toujours été à la hauteur des ambitions du continent. Ouais. En la personne d'abord du président Mokhtar Dada, rahmatullah alayna alayh, la Mauritanie a joué un rôle capital parce que l'Afrique d'alors était divisée en deux blocs. Le bloc de Monrovia et le bloc de Casablanca. Bien sûr, le groupe de Monrovia était majoritaire et le groupe de Casablanca comportait un certain nombre d'États, 7 je crois, 8. Et il fallait un dialogue entre les deux pour les amener à unir leurs rangs et à créer ensemble une institution, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est dans ce contexte qu'a été créée l'OUA le 25 mai 1963. Alors, donc, l'OUA a été créé avec ses objectifs. Avec ses objectifs, oui. Mais qu'est-ce qui explique un peu le succès de la diplomatie mauritanienne à l'époque? Comme vous l'avez dit, que la Mauritanie était, comme parmi tant d'autres pays africains, un peu faible sur le plan diplomatique. Qu'est-ce qui explique l'aura de la diplomatie mauritanienne à l'époque? D'abord, elle avait foi en ce qu'elle faisait. Ensuite, c'était une diplomatie directe qui imposait à la Mauritanie, avec ses moyens très limités, de se déplacer beaucoup entre les différentes zones, entre les différents chefs d'État, pour prêcher la voie du rapprochement, la voie de la fraternité africaine et la voie qui s'impose à l'Afrique d'unir les rangs pour faire face à la situation qui prévalait alors. Ouais. Et sur ce plan, cette politique s'est distinguée particulièrement à travers la présidence mauritanienne de l'OUA, la présidence par le président Mokhtar Dada de 1971 à 1972, qui a permis à la Mauritanie de faire le premier chef d'État qui a eu à faire le tour du monde, je dis bien le tour du monde, j'étais à ses côtés, pour prêcher la voie de l'Afrique, pour prêcher la décolonisation intégrale du continent, pour prêcher la disparition du système d'apartheid racial dans la région, a été le président mauritanien. Et voilà ce qui a permis à la Mauritanie, en allant vers les uns et les autres, pour prêcher cette voie qui a permis donc de réaliser cet important événement qui était la naissance de l'OUA. Alors, professeur, si vous le permettez, est-ce que cette prêche a conduit aujourd'hui, au cours de ces 10 dernières années, à la Mauritanie, de redorer un tout petit peu la diplomatie mauritanienne au niveau continental, au point d'abriter aujourd'hui le 31e sommet de l'Union africaine? Est-ce que nous avons toujours ces mêmes valeurs? Quelles valeurs? Les valeurs de dialogue, les valeurs de rassemblement, d'objectifs communs pour un devenir commun pour l'Afrique et le développement. Bon, d'une manière générale, je considère que les problèmes de l'Afrique aujourd'hui sont des problèmes extrêmement importants et qui, de toutes les façons, je ne sais pas si l'Union africaine aujourd'hui a les moyens, elle a peut-être la volonté, ses chefs d'État ont la volonté, mais est-ce qu'elle a les moyens de faire face aux grands défis? Les grands défis aujourd'hui sont extrêmement importants. Le premier défi, ce sont des défis de population.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que l'Afrique aujourd'hui comporte 1 milliard 100 millions d'habitants. Avant d'arriver à ce défi de population, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur un peu la diplomatie mauritanienne. Bien sûr, l'événement oblige. Quel est votre sentiment? C'est toujours une très bonne chose pour un pays d'affirmer sa participation et sa présence dans le concert des nations. C'est toujours très important. Et ça, c'est une première aussi dans la mesure où, effectivement, la Mauritanie, même très active dans la diplomatie internationale, n'a jamais eu l'audace de faire venir toute l'Afrique sur sa terre. Et pourquoi elle n'a jamais eu l'audace? Parce que simplement, il y avait peut-être des problèmes de moyens, de ressources, des problèmes de volonté, il y a aussi le fait qu'il y avait une frilosité peut-être de ne pas pouvoir accueillir les gens comme il se fait, comme il se doit. Il y a des capacités, problèmes d'infrastructure, il y a beaucoup de problèmes. Organiser un sommet n'est pas une chose simple. Bon, je me réjouis que cela ait lieu en ces circonstances et en ce moment, et je souhaite de tout cœur que cela fonctionne très bien, que cela marche très bien pour le bonheur et pour notre pays et sa participation dans le concert des nations. Alors, mon colonel, accueillir autant de monde, réserver à tout un chacun un capital de confiance et d'hospitalité légendaire de la Mauritanie, et surtout assurer une sécurité, n'est-ce pas? Assurer la stabilité. Est-ce des choses un peu envisageables il y a quelque temps? Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons invité le 31e sommet à Nouakchott. Est-ce que sur ce plan aspect sécuritaire, nous avons franchi des étapes? Je vous remercie. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation. Et je voudrais un peu revenir sur la question que vous avez adressée à son Excellence, Monsieur le ministre, par rapport à la diplomatie. Moi, je pense que la position géostratégique du pays, c'est-à-dire la Mauritanie, en tant que nation charnière entre le Mashrak arabe et l'Afrique noire, lui impose, lui a toujours imposé d'être un peu dynamique sur le plan diplomatique. Et je pense que la diplomatie mauritanienne, si on se réfère, si on observe un peu son historique, a passé par 3 phases. La première phase, c'est une diplomatie qui accompagne un État naissant. C'est-à-dire, la Mauritanie, à la veille des indépendances, donc il s'agissait d'une élite intellectuelle qui veut hisser un pays naissant au niveau des nations civilisées, au niveau des nations modernes, au niveau des nations démocratiques. Et ça, monsieur le ministre appartient à cette génération. Et avec le père de la nation mauritanienne, Mokhtar Dada. Après, il y a eu une hibernation, une forme d'hibernation, au cours de laquelle la Mauritanie était quasiment absente de la scène diplomatique. Et il y a une troisième étape, il y a une décennie à peu près, où nous avons assisté à une redynamisation des activités diplomatiques de la Mauritanie. Et l'implication de la Mauritanie dans le cadre des différents sommets, l'implication de la Mauritanie dans toutes les décisions étatiques, suppose, augure déjà de la présence effective de la diplomatie mauritanienne. Pas plus tard que, même pas il y a quelques mois, je ne sais pas, la Mauritanie a eu le courage d'accueillir la Ligue des États arabes à Nouakchott. Aujourd'hui, elle avance d'un pas et elle accueille l'Union africaine à Nouakchott. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une diplomatie qui est dynamique, nous avons une diplomatie qui est en train de se découvrir, qui est en train de prouver réellement qu'elle est présente et qu'elle est incontournable dans le cadre. Donc c'est la réaffirmation ou bien l'affirmation même de la diplomatie mauritanienne? C'est l'affirmation de la diplomatie mauritanienne. Oui. Par rapport à la question que vous venez de poser, je pense que, comme vous le savez, les forces de sécurité ont connu également une amélioration substantielle qui leur permet... Une montée en puissance en quelque sorte. Comment? Une montée en puissance. Non, la montée en puissance, c'est en fait dans le cadre tactique. Ouais. C'est une préparation en vue d'accomplir une certaine mission. Moi, je parle des moyens. Des moyens devant permettre une montée en puissance. Ouais. Depuis quelques années, toutes les forces d'armée et de sécurité sont dotées des moyens les plus modernes
et les plus efficaces pour faire face à toute forme de contingence. Donc si aujourd'hui on accueille plusieurs États en Nouakchott et qu'on les disperse dans le cadre des différents domiciles, des résidences, c'est que toutes les mesures sécuritaires ont été prises, aussi bien pour parer à toute action terroriste que pour préserver la sécurité de nos hôtes. Donc, sur ce plan, moi je pense qu'il n'y a aucune crainte. D'accord. Donc, c'est ce qui a amené nos hôtes africains, et en plus de la Mauritanie, à se pencher sur des questions aussi importantes, sur des projets phares de l'Union africaine. Et parmi ces projets phares, bien sûr, on a parlé du dividende démographique en Afrique. Du dividende démographique en Afrique. Voilà. Pour cela, donc, nous allons tout de suite faire appel à notre ami Moussa Ndiaye, qui va nous faire une toute petite présentation sur la démographie en Afrique. Moussa Ndiaye. D'ici 2050, un quart de la population mondiale vivra sur le continent. La population totale de l'Afrique, qui s'élevait à 1 milliard de personnes en 2010, va passer à 1,6 milliard en 2030 et 3 milliards en 2065, composée à 30% de 15 à 24 ans. La population urbaine va passer de 41% à 63% du total à l'horizon 2050. Quant à la population âgée de 65 ans et plus, va doubler, passant de 3,4% à 7,7% du total, tandis que l'espérance de vie passera de 58 ans en 2010 à 72 ans en 2065. Il s'agit là d'un autre changement majeur qui va bouleverser nos sociétés. Il est à noter que la population totale africaine est estimée à 1,2 milliard de personnes en 2015, dont 395 millions en Afrique de l'Est, 350 millions en Afrique de l'Ouest, 217 millions en Afrique du Nord, 143 millions en Afrique centrale et 61 millions en Afrique australe. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 168 pour 1000 en 1990 à 89 pour 1000 en 2015 pour l'ensemble du continent, soit au niveau toujours inacceptable. Ces variations régionales sont importantes. 37 pour 1000 en Afrique du Nord, 44 pour 1000 en Afrique australe, 73 pour 1000 en Afrique de l'Est, 105 pour 1000 en Afrique de l'Ouest et 146 pour 1000 en Afrique centrale. Alors, professeur, quel est ce paradoxe? L'Afrique avec un taux de croissance toujours soutenu et avec également une population qui de pas moins de 2 personnes sur 3 vivent avec moins de $2. Qu'est-ce qui plombe le développement économique de l'Afrique? Bien, ça c'est l'un des grands défis actuels dont on discute au niveau mondial. C'est que la croissance économique en Afrique est très faible par rapport à la croissance démographique. Aujourd'hui, le taux de fécondité des femmes africaines en âge de procréer est de plus de 5 enfants. Alors que le taux de croissance, donc un taux de croissance supérieur à 2,5% au niveau de l'Afrique. Mais le taux de croissance est beaucoup plus faible. Il est de l'ordre, suivant des années, en tout cas, il est toujours inférieur, la moyenne est inférieure à la croissance démographique. Cela veut dire que la croissance démographique actuellement est une tare, plutôt plus une tare que des effets bénéfiques. Et ça pose réellement un grand problème parce que quand la population accroît plus que la croissance économique, cela veut dire que la solution, ce sont les explosions sociales ou l'immigration. Tout à fait. Il n'y a pas pratiquement d'autre solution. C'est la raison pour laquelle les politiques visent à harmoniser cette situation
Et certains pays qui ont une population jeune, il leur est vivement recommandé de faire en sorte que la croissance économique soit compatible avec la croissance démographique et de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est un état de la pyramide des âges qui fait que le nombre d'actifs, le nombre de producteurs actifs, c'est le ratio de producteurs actifs par rapport au consommateur effectif, c'est-à-dire que ce rapport soit un rapport qui évolue positivement. Autrement dit, il y a une partie de la population qui ne travaille pas, dont les revenus sont incapables d'assurer leur subsistance, et une partie de la population qui travaille. Ce rapport, par exemple, il y a des études qui le font. Actuellement, la Mauritanie, depuis 1988, a un ratio qui évolue positivement, c'est-à-dire qu'elle est capable de bénéficier de cette situation, mais à condition qu'il y ait de plus en plus de personnes actives qui travaillent, en particulier les femmes, de faire en sorte que la croissance démographique, le nombre de naissances, soit relativement modéré, parce que tous les enfants sont des enfants à charge, c'est-à-dire des consommateurs nets. Les personnes très âgées sont des consommateurs nets, c'est-à-dire que tout le poids repose sur la population active. Il faut que cette population active travaille tôt et qu'elle travaille dans son ensemble, y compris les femmes. Ça, c'est grosso modo ce qui est préconisé comme politique pour pouvoir bénéficier du dividende démographique. Mais est-ce que là, ce n'est pas un nouveau concept encore dû à la mondialisation pour essayer peut-être de freiner un peu ce développement économique de l'Afrique quand on sait que l'Afrique recèle d'immenses potentialités de tous ordres. Aujourd'hui, on voit que les pays occidentaux sont regardants sur ce que recèle l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Non, regardez. Ce que vous dites, ça c'est vrai si vous avez la possibilité, si vous faites travailler tout le monde, et si vous avez réellement un potentiel économique important, c'est vrai, la croissance démographique peut être un atout. Mais quand votre croissance économique est faible, vous avez peu de ressources, vous n'avez pas accès à la technologie. Mais cette croissance économique est faible, c'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de facteurs. D'abord, à un niveau d'éducation très faible, un niveau de formation très faible, une très faible participation des femmes au développement, c'est-à-dire à l'économie, à l'activité économique. C'est un phénomène mondial. Mais cela est dû aux politiques oui, c'est des problèmes de gouvernement. Oui, bien la gouvernance aussi. Oui, absolument. Il y a des problèmes de gouvernance. Oui. Donc, il y a aussi dans beaucoup de pays africains, les élites et les décideurs ne sont pas conscients des enjeux et ils ont des intérêts particularistes qui les empêchent de pratiquer des politiques favorables au plus grand nombre de la population. Ça fait partie des problèmes. Voilà, je voudrais bien savoir si Excellence a une réponse à mon inquiétude, à savoir le rapport croissance démographique, croissance économique. Alors, est-ce que dans les années 80-90, on n'avait pas ce problème? Aujourd'hui, ce problème se pose. Je voudrais compléter parce que tout à l'heure je vous ai laissé m'interrompre parce que je vous deviez poser... Oui. Non, parce que je parlais de diplomatie et j'ai amorcé un rappel concernant l'OIA pour déboucher sur l'Union africaine. Parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes. L'OIA, ses préoccupations, c'est des problèmes de stabilité, de sécurité, parce que les pays sont arrivés à l'indépendance avec des frontières artificielles, des diversités ethniques nombreuses, des problèmes de retard économique patents. Et donc, il fallait d'abord assurer la paix et la sécurité et l'entente entre les États membres. Cette phase ayant été plus ou moins assurée, on devait passer à la seconde phase. Raison pour laquelle on a décidé la mutation de l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, en Union africaine, pour essayer de lui trouver un autre contenu dont l'élément essentiel doit être l'élément économique. Mais l'élément économique est un élément extrêmement dépendant de beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Le facteur interne, ce sont d'abord la nécessaire
le nécessaire développement des ressources humaines, ce qui suppose une éducation de qualité, ce qui suppose à faire face aux grandes endémies. Donc, un corps développé dans un corps sain. Non. Il faut faire face donc aux grandes endémies. Il faut également développer les ressources humaines, plutôt les ressources naturelles, dans le pays lui-même. On ne peut pas continuer à être exportateur de nos matières premières. Donc il faudrait créer des emplois, enrichir le pays, enfin le développement. La différence d'approche entre les pays africains qui ont accédé à l'indépendance et les pays asiatiques qui sont arrivés à ces indépendances, les choix différents. Les Africains ont décidé de choisir un système d'État-nation. En Asie, on a décidé de choisir un État économique, c'est-à-dire qui crée l'économie. Mais qu'est-ce qui va le mieux pour l'Afrique? État-nation? Mais les premiers ont réussi. On réussit? Oui, mais pourquoi? Pourquoi on n'avait pas les mêmes. D'abord, on n'a pas les mêmes problèmes. D'abord, parce que j'ai rappelé les conditions dans lesquelles nous avons accédé à l'indépendance. Oui. L'Asie a accédé dans d'autres conditions l'indépendance. Mais le choix de l'Asie s'est révélé être plus pertinent que le choix de nous, l'État-nation. Il faut créer la richesse. Vous voulez dire que nous pour devons créer l'élan patriotique. L'exemple de l'Asie, c'est ça? Mais oui. Ouais. Mais oui. On est obligé si vous comparez deux pays simplement, la Corée du Sud et la Zambie, au moment des indépendances, et vous aviez un produit national brut de 20 000 $. Aujourd'hui, la différence est énorme. Oui, énorme. Donc, c'est une question d'approche. D'accord. Ensuite, il faut intégrer une chose. C'est que les problèmes auxquels fait face l'Afrique, et ça s'illustre à travers les points qui sont inscrits à l'ordre du jour du sommet. Les points auxquels fait face l'Afrique, ce sont aussi des problématiques d'un monde globalisé. Tout à fait. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect. Tout à fait. On vit aujourd'hui dans un monde globalisé. Donc, ce n'est plus le monde d'avant. C'est un autre monde. On est tenu. Vous n'êtes plus comme avant. Avant, vous pouviez faire dans votre petit coin ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ouais. Alors, mais là, il y a quand même quelque chose que je voudrais compléter ce qu'a dit son Excellence. Il y a un facteur très important, c'est que ces pays-là ont axé toute leur politique sur l'éducation. Oui. La part de leur budget, la part du système éducatif, du coût de l'éducation, constitue la part essentielle du budget de l'État. C'est-à-dire que les États asiatiques ont mis... Nous, c'est exactement le contraire. Nous avons malmené le système éducatif. Nous avons créé de faux diplômés, sans culture, sans éducation, sans formation. Et on a axé notre formation non pas sur l'économie, non pas sur la rentabilité, non pas sur la production, mais sur des considérations très théoriques et très vagues. Donc tout notre système d'éducation et de formation a contribué à la création de chômage, d'un chômage des jeunes qui est extrêmement dangereux pour la sécurité, dangereux pour l'équilibre de ces pays. Donc, c'est des défis énormes. Ouais. Vous voulez qu'on revienne là-dessus? On va continuer, mais je voudrais recueillir son point de vue. On va revenir. Qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je pense que je crois au miracle économique de l'Asie de l'Est d'il y a 30 ans. Je pense que le miracle est l'exemple le plus frappant de l'impact potentiel de cette révolution démographique. Je pense que l'Afrique, je pense que le profil démographique de l'Afrique est unique. Et je pense que s'il est bien anticipé et bien géré, il peut déboucher sur des processus de développement assez sérieux. Ça, c'est mon avis.
il y a énormément de facteurs qui font que on peut être, avec cette révolution démographique, on peut être un peu optimiste. Parce que si elle est bien gérée, si cette explosion démographique est bien gérée, nous aurons plus de personnes productives, plus de personnes actives, donc qui ont un rendement. Nous aurons moins de personnes à nourrir, c'est-à-dire ceux qui étaient pris en charge auparavant, et ça fait partie de nos traditions africaines. Non, il y aura une certaine autosuffisance même au niveau des individus. La proportion de plus de 60 ans va devoir reculer au profit des jeunes de 15 à 20 ans, donc toute une population productive. Et nous devons également, nous allons assister à une augmentation des revenus, une augmentation substantielle des revenus. Nous allons pouvoir assurer une productivité économique assez sérieuse. On va renforcer les investissements et encourager des politiques volontaristes. Amélioration aussi des taux de scolarisation. Mais tout repose sur le comme on dit, l'éducation, formation, emploi. D'accord. Donc, au lieu de craindre cette explosion démographique, cette révolution démographique, moi je pense qu'il y a lieu plutôt de bien anticiper, de bien gérer, de bien la gérer. Comme ça. Hein? Moi, Oui, professeur. C'est ce qu'il dit est très théorique. Oui. Aujourd'hui, les problèmes, c'est... Regardez, en Afrique actuellement, nous avons des problèmes énormes d'accès à l'énergie. On ne peut pas développer un éco-pays sans énergie. Aujourd'hui, il y a en Afrique à peu près un Africain sur 3 qui a accès à l'énergie. Tous les autres, c'est l'obscurité la plus totale. On ne peut pas faire d'économie, ni d'industrie, ni de développement sans accès à l'énergie. Les problèmes de gouvernance sont des problèmes extrêmement graves. Regardez, l'administration, la manière avec laquelle l'encadrement et la gestion des affaires publiques, quand il n'est pas entre des mains de gens très compétents, sérieux, organisés, disciplinés, le système d'organisation lui-même, ça a un effet négatif terrible sur l'économie et sur les possibilités d'absorption des jeunes. Un jeune qui va à l'école, s'il est bien éduqué, effectivement, ce qu'il dit, il peut effectivement participer si les infrastructures sont bonnes, si le système économique est bon, c'est-à-dire la concurrence, la compétition, la transparence, donc un système de gestion qui permet aux gens, qui motive les gens pour travailler, qui les motive pour exceller. Ce n'est pas ainsi. Un autre système décourage tout, prive les gens de leur potentialité et de la manière avec laquelle ils peuvent contribuer à la production et à l'économie. Oui, vous avez bien compris. Oui. Donc, ce qu'il dit est très théorique. Cela veut dire que tant qu'on n'a pas mis en place une bonne gouvernance, tant qu'on n'a pas mis en place un système, et donc en particulier orienté vers un bon système éducatif et un bon système de formation professionnelle, et un système économique transparent, accepté par tout le monde, une justice qui est équitable, qui est dans son indépendance, certes, mais qui est équitable. On est sûr que les affaires fonctionnent de façon relativement juste et correcte. Tout ça, c'est lié. Tout est lié. Mais tout est lié, mais aujourd'hui, la grande inquiétude de l'Afrique repose sur l'explosion démographique. Nous sommes d'accord? Non, ce n'est pas, c'est un fait. Ça fait partie des préoccupations. On est d'accord parce qu'on a vu un peu. L'explosion démographique, aujourd'hui, l'Afrique, effectivement, est le pays qui fait le plus d'enfants. Effectivement. Oui. Mais ça peut être à la fois un atout et un danger. C'est un atout si d'autres mesures sont prises. C'est-à-dire si on se donne les moyens de créer une infrastructure et de faire de l'éducation. Les deux, à la fois. Donc, on ne peut les faire qu'avec une bonne gouvernance. Si ça ne se fait pas, si la gouvernance ne suit pas, si le système éducatif est délabré, si par ailleurs les infrastructures manquent, dont notamment les infrastructures d'accès à l'électricité et à l'eau, et donc des coûts de production raisonnables, tout ça, ça va se répercuter soit en explosion sociale, parce que la demande sociale va être très forte, le chômage des jeunes va être très élevé. Et dans ce cas, c'est ou l'émigration vers l'étranger, vers l'Europe, ou ailleurs, ou l'explosion sociale dans les frontières africaines. D'accord. Vous avez bien compris ça? Oui, j'ai bien compris. Voilà. Seulement, vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple de l'Asie.
en matière de croissance et de développement. Et nous savons que l'Asie également n'est pas très forte, si je me trompe, en matière d'agriculture et de développement. Alors qu'en Afrique, nous avons d'immenses potentialités agricoles. C'est pourquoi je voudrais voir avec Moussa Ndiaye ce que représente l'Afrique dans le domaine de l'agriculture, pour voir est-ce que cela peut aussi être une ouverture vers le développement, ça peut booster un peu l'économie africaine. Moussa Ndiaye. Quelle stratégie pour la modernisation de l'agriculture africaine? Comment atteindre une production agricole suffisante pour garantir l'autosuffisance alimentaire en Afrique? Pour répondre à ces deux questions, une première piste se dégage. Elle nous oriente vers la transformation de l'Afrique tout en améliorant les conditions de vie des Africains et en particulier les franges de la société les plus pauvres en milieu rural. Pendant qu'on constate que plusieurs pays africains sont en mesure de planifier, définir et évaluer des investissements visant à promouvoir la transformation agricole. Alors, comment est-il possible que le continent africain ne soit pas en mesure de garantir la sécurité alimentaire? Alors, à vous de répondre. Très bien. Il y a des problèmes. Regardez, aujourd'hui, dans le monde occidental, dans les pays développés, il y a à peu près 1% de la population qui fait l'agriculture. Et ils nourrissent les 100%. Et ils exportent. Nous, c'est l'inverse. Nous avons à peu près, en Mauritanie par exemple, nous avons quelque chose comme près de 40% de la population qui vit de l'agriculture. Et pourtant, vous connaissez très bien les problèmes que nous avons. Nous couvrons à peine le tiers de nos besoins céréaliers. À peine. Nous avons un peu amélioré notre production de riz, mais nous ne sommes pas encore arrivés à l'autosuffisance. Cela veut dire qu'il y a des problèmes fondamentaux de productivité. Que veut dire la productivité? Cela veut dire que nous mettons beaucoup de moyens, de ressources, mais au résultat, on a très peu. Regardez, le rendement, par exemple, à l'hectare, pour le riz ou pour n'importe quelle spécialité, il est très faible par rapport à ce qui se fait ailleurs. La mécanisation ne suit pas. L'irrigation ne suit pas, les problèmes de terre sont innombrables, des conflits inextricables sur la propriété foncière, des problèmes que nous n'arrivons pas encore à résoudre. C'est ce qui explique largement notre état. La mécanisation est faible, l'utilisation des engrais est très faible et très mauvaise. Ce n'est pas quelque chose de scientifiquement étudié. Donc, il y a beaucoup de problèmes de cette... Et les mentalités elles-mêmes ne sont pas très favorables à la Vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense que nous ne parlons pas le même langage. Bon, lui, il est économiste et il parle en termes de statistiques. Donc, moi, c'est un peu plus théorique. Mais moi, je pense que la question qui se pose, c'est une projection dans l'avenir. C'est-à-dire que lui, il établit, il met en exergue un constat actuel. Le constat actuel, l'état actuel de l'agriculture, l'état actuel des institutions démocratiques, économiques. Moi, je ne pense pas que c'est là la question. La question, c'est que sous peu de temps, l'Afrique dépassera le 1,6 milliard d'habitants. Tout à fait. Quelle perspective d'avenir, quelle perspective pour mettre à profit ce dividende démographique, si j'ai bien compris la question. Alors là, moi je pense qu'on doit se projeter. Non, je ne suis pas économiste. Donc peut-être qu'il a raison. Oui, mais là je voudrais bien avoir un peu le point de vue de son Excellence. On reviendra sur vous. Oui, d'accord. Non, finissez. Moi je pense que si cette explosion démographique, et je l'ai dit tantôt, si elle est bien gérée, si elle est bien, on dépassera d'innombrables problèmes qu'il vient d'évoquer. Les innombrables qu'il vient d'évoquer, notamment le chômage. Parce qu'avec les triptyques, comme j'ai dit, éducation, formation, emploi, si les gouvernements actuels déjà pensent dans un calendrier prévisionnel d'essayer de former les jeunes tout de suite, avant que ce phénomène ne se produise, et qu'ils prennent déjà en charge des responsabilités pour faire face à cette éventualité, moi je pense que les dégâts seront moindres. Moi je pense que... C'est votre point de vue? Non, ce n'est pas son point de vue. C'est pas ce que je pense. C'est pas son point de vue. Donc je vais laisser à Excellence de donner son point de vue. Moi, je voudrais
Oui, merci beaucoup. En ce qui concerne ce domaine de la croissance démographique et la croissance économique, il faut surtout veiller pour que la croissance démographique ne vienne pas impacter la croissance économique. Voilà. Comment? Oui, la question se pose là. Il y a la recette connue, le contrôle de naissance, Un ce décret genre de rapide trucs. quand même de la oui, fécondité, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est une politique. Il faut une politique, mais il y a plusieurs Mais variantes. mais est-ce qu'aujourd'hui cette politique peut vraiment être pratiquée en Mais Afrique? ça dépend de la. Il faut que la croissance économique soit dynamique et soutenue. Ainsi, elle pourrait ne pas dépasser. Donc, ne pas être impacté par la croissance démographique. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, pour parler de notre pays, mais c'est valable pour tous les pays africains, quand vous regardez les migrations africaines en direction de l'Europe, ils viennent tous de pays qui ont un énorme potentiel agricole. C'est vrai. Ils peuvent développer ce potentiel et rester chez eux. Tout à fait. Ce qui les attire en réalité, non, il y a autre chose qui les attire. Qu'est-ce qui les attire? La vie en Europe, la vie à l'étranger, une vie plus simple, etc. Pas seulement ça. C'est une réalité. Ça, excellent, je suis pas d'accord avec vous. Si vous le permettez. Non, Si ça, vous le on ne permettez, le dit pas, oui. mais c'est la réalité. Tout à Il y a fait. des gens qui veulent des emplois. Oui. Mais ça- les emplois, mais vous avez un espace, vous avez un périmètre. Oui. Au lieu de travailler dans ce périmètre pour créer une richesse, le problème qui se pose, il est au niveau de celui qui ne veut pas travailler son périmètre, mais il est au niveau de son administration qui ne lui crée pas un circuit commercial qui lui permet d'écouler ses produits agricoles. Ça aussi, Alors, c'est un bon, problème. très Chez bien. nous ici, Oui. nous importons des tomates, alors qu'on a un énorme potentiel pour les Oui. tomates, c'est facile. Oui, tout à fait. Hein? Alors, si vous le permettez, Oui, parce oui. qu'on a déjà Là- le facteur temps qui nous poursuit, Moussa Ndiaye, est-ce qu'on peut bien avoir une idée sur l'immigration? Agir pour mieux lutter contre les filières des passeurs de migrants, améliorer la coopération judiciaire et renforcer le contrôle des frontières en Afrique sont des éléments parmi d'autres qui poussent aujourd'hui les pays africains à lutter contre l'immigration clandestine pour sauver la jeunesse africaine. Cette immigration illégale est devenue sous nos yeux un danger qui brise les rêves de la jeunesse du continent. Pour faire face à cette situation, comment s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière de nos frères africains vers l'Europe? Quelles solutions peuvent apporter les pays d'origine, de transit et de destination? Pendant que plusieurs campagnes de sensibilisation sur le danger de l'immigration clandestine s'organisent dans différents pays d'Afrique, en collaboration avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, avec en général pour thème, on note, soyez conscients, vous migrants, que votre rêve d'une vie meilleure en Europe ou ailleurs dans le monde peut se transformer en cauchemar. La question qu'on se pose, les pays africains se limiteront-ils à des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention de ceux qui se lancent pour une vie meilleure avec les pirogues de la mort? Voilà, professeur, Oui. les normes. C'est un problème. Il y a d'abord effectivement deux principales causes majeures de l'immigration vers l'extérieur, vers l'Europe en particulier. Il y a tous ceux qui fuient effectivement la misère, mais il y a aussi ceux qui fuient les injustices, les iniquités, qui sont persécutés politiquement ou socialement. Donc la vérité, c'est que si les conditions en Afrique étaient meilleures, il n'y aurait pas objectivement d'attirance pour aller à l'extérieur et faire l'aventure. Parce que le gros des contingents n'arriveront même pas. Parfois, ils subissent l'esclavage en Libye. Parfois, ils subissent énormément de sévices.
et certains meurent. La Méditerranée est devenue pratiquement un large cimetière pour les Africains. Donc, ça, c'est lié au problème politique intérieur. C'est que l'Afrique, dans son ensemble, est mal gouvernée et mal gérée. Il faut le reconnaître. Les indicateurs sont très clairs. Donc, regardez même les chiffres, les indicateurs, comment ça évolue. Moi, je suis d'accord avec lui parce que le plus souvent, la recherche d'Eldorado, comme on dit, est toujours liée à un certain train de vie. Et beaucoup d'Africains qui ont accusé un ras-le-bol, alors ils cherchent par tous les moyens à quitter. Soit à cause d'injustices sociales, soit de discrimination, soit de chômage, d'impossibilité de survivre. Et ça arrive. Mais je voudrais dire aussi que beaucoup de migrants, beaucoup d'immigrés, qu'au sein même des pays africains, il y a ce qu'on appelle les pays hôtes. C'est-à-dire, ce n'est pas les pays de point de départ, comme on dit, et les pays d'accueil. Alors, ici, je vais citer l'exemple mauritanien, dans le cadre de la coopération entre l'Espagne et la Mauritanie, pour bloquer un peu aussi bien les passeurs que les migrants. Je pense que ça a donné son fruit. Et je pense que depuis plusieurs années, avant, la Mauritanie était un point de passage. Donc, un pays de transit, quoi. Un pays de transit. Il était un pays de transit, la Mauritanie. Donc, le mouvement migratoire est généralement dû aux discriminations, à l'injustice qui prévaut dans certains pays et qui pousse des citoyens à immigrer, à chercher d'autres cieux plus favorables, d'autres opportunités. Excellence. Oui, moi je persiste à dire que cette immigration, elle s'est accélérée dans des conditions particulières et dramatiques. Je suis heureux d'ailleurs de constater que du côté, il y a très peu de Mauritaniens, ou peut-être même pas. On n'a jamais parlé de Mauritaniens, en tout cas parmi ces immigrés, sauf peut-être les premières vagues. Mais on n'est pas nombreux. Hein? Oui, mais on ne connaît pas. Les Comores sont moins nombreux que nous. Il y a d'autres pays moins nombreux et l'Érythrée est moins nombreux. C'est autre chose. Ce n'est pas. Il n'y a peut-être pas cet attrait. Et puis il y a ici une espèce de solidarité qui est importante. Cette solidarité dans les sociétés africaines est très importante. Ici, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas de sous, il vient manger à droite, à gauche, chez le cousin, c'est lui, il prend le boubou, il pense, il dort chez lui. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas possible. Et il y a des pays où il y a la démocratie, et il y a des pays qui ont... Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas mourir de faim. Ce n'est pas possible. On ne meurt pas de faim en Côte d'Ivoire. Et il y en a beaucoup, justement. Il y a des pays, le Sénégal est un pays de démocratie, et pourtant il y a beaucoup de Sénégalais qui partent là-dedans. Et il y a d'autres pays. Donc le phénomène à lui-même, on ne l'a pas encore bien cerné. On dit toujours, il fuit des guerres. Ça, on connaît les pays qui sont dans des guerres. Il fuit l'injustice. Il y a certainement de l'injustice. Ils fuient parce qu'ils ont faim. Il y a probablement des gens qui ont faim. Et dans la société africaine, comme la nôtre, quand quelqu'un a faim, c'est la honte dans la famille. Donc chacun essaye de trouver le moyen d'apporter quelque chose à la famille. Les enfants ne vont plus chez eux, dans un certain âge, ils ne veulent plus rentrer dans la maison de leurs parents parce qu'ils ont honte de venir les mains vides et de manger ce qui est préparé. Et on n'a pas encore vraiment... et puis il y a le réseau des passeurs qui joue un rôle déterminant et qu'on encourage. Effectivement, ces gens qu'on recueille dans les navires en perdition, là, c'est vrai que ça encourage les passeurs. Si vous les recueillez, plus vous en recueillez, plus vous en causez les passeurs. Voilà. Mais on ne peut pas non plus les laisser mourir comme ça. Je crois que le débat est très intéressant, mais malheureusement, nous avons le temps qui nous est compté. Alors, très rapidement, votre dernier mot, est-ce que le sommet de Nouakchott pourra-t-il répondre vraiment à ces fondamentaux qu'on a soulevés actuellement? Pensez-vous vraiment? Je n'ai aucune idée. Je sais simplement que les questions existent, les défis existent. Ils sont posés depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, les progrès réels
des économies africaines et de la situation sécuritaire en Afrique, les choses ne s'améliorent pas comme on le croit ou comme on le veut. Moi, je pense que le problème sécuritaire. Oui, je pense que les symptômes d'une réussite sécuritaire se profilent déjà à l'horizon. Voilà, parfait. Avec le G5 Sahel, la MINUSMA. Excellence, la réalisation. Oui, je pense que l'organisation est obligée de faire face à ces problématiques. Il y a des problématiques propres peut-être au continent, mais c'est des problématiques mondiaux. Aujourd'hui, on n'est plus dans un espace. Et donc, on est obligé de faire un effort de réflexion pour essayer de trouver des solutions à régler. Sinon, on aura des problèmes liés à la sécurité. Merci, Excellence, M. Taqi Ould Sidi, ancien ministre. Professeur Isselmou Mohamed, expert en statistique et économique. Colonel Ghali Oussouvi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'était là votre rendez-vous du studio du sommet. Merci et bonsoir. Merci à vous.